Bonsoir et bienvenue dans Mimi, le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. C'est la sixième saison, le 10e épisode et ce soir, je suis accompagné de Natacha. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Et vous n'êtes pas accompagné que de Natacha et d'Antoine, d'ailleurs, parce que vous êtes accompagné aussi par mon chat Poltergeist qui est en train de faire du bruit. J'espère que ça ira, sinon je vais le mettre dehors. D'accord. Et sommes-nous aussi accompagnés de notre égrégore, Natacha? Et oui, les amis, figurez-vous qu'Antoine et moi avons eu une idée un peu folle. On a créé un égrégore. En tout cas, on a tenté de créer un égrégore. C'est pour cela que vous avez à chaque fin d'émission un magnifique miasme. On est d'accord, il est magnifique. Ceci avait pour but de voir s'il y avait une force derrière nous. Et figurez-vous que moi, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'un peu intéressant. Je te laisse le présenter, Antoine. Mmh. Oui, ça sera une Mmh. nouvelle expérience, en tout cas, c'est pas forcément une expérience que nous allons faire, mais visiblement, tu vas nous parler d'une expérience qui a consisté à créer un fantôme. Donc je ne sais pas en quoi ça consiste, hein, à part aller tuer sa grand-mère pour voir si elle va revenir après, te préparer des petits fours, mais voilà, tu vas nous expliquer tout ça. Moi, dans la deuxième partie, je vais vous faire une première introduction, on va dire, à un sujet dont je vous parle maintenant depuis 2 mois, le fameux moon hoax, donc l'imposture lunaire. En tout cas, on va pas tout à fait parler de celle qui s'est passée en 69, on va plutôt parler de ce qui va arriver, de la nouvelle aventure lunaire. Parfois, certains diraient, en se lâchant parmi les présentateurs, la première aventure, mais bon, on verra tout ça. Parce que, figurez-vous que, on va revivre à peu près exactement ce que nos parents ont vécu dans les années 60 quand, quand il y avait la course à l'échalote entre les États-Unis et la Russie. Eh bien, on revit exactement le même scénario entre les États-Unis et la Chine cette fois-ci. Tu vas voir, c'est passionnant. Et pour revenir donc à notre égrégore, Natacha, effectivement, on avait lancé cette expérience, c'était un petit peu avant l'été, en disant: «Allez, on va créer un égrégore pour qu'il nous aide à atteindre», on avait dit 50 000 abonnés. Bon, Natacha, je pense que je peux t'annoncer d'ores et déjà que c'est un échec. Non seulement nous n'avons pas atteint les 50 000 abonnés, mais je crois qu'on a perdu depuis on a dû perdre, 100 ou 200 abonnés. Bon, vous savez, c'est YouTube qui fait du nettoyage, de temps en temps, mais bon. D'ailleurs, tu as peut-être entendu dire, hein, c'est une catastrophe depuis la rentrée. Toutes les chaînes perdent et des abonnés et des vues sur leurs émissions. Donc voilà, on ne sait pas trop pourquoi, c'est encore une nouvelle politique de YouTube, mais on n'a pas l'habitude de le dire. N'hésitez pas, comme le dirait Fidèle au poste, à mettre un petit pouce sur l'émission. Voilà, et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la petite cloche. C'est vrai qu'on ne le dit jamais ça, mais là, pour une fois, on le dit. Et ça va pas nous faire, on va dire, revivre notre égrégore, parce que je pense que là, l'expérience, on va la clôturer, dès ce soir. Nous n'entendrons plus ton magnifique miasme, Natacha, ou alors si, là, je le remets juste là, 2 secondes pour que les nostalgiques en profitent encore, Oh, miasme, hein. Il oh, était beau, hein? miasme, Voilà, et donc toi, oh, tu vas nous expliquer comment miasme. créer un fantôme. C'est vraiment un autre step, là. Et comme tu le disais, c'est une catastrophe sur YouTube. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai moi aussi ma chaîne YouTube. Je suis en fait, mmh, juste, je vous raconte un petit peu ma vie. Je suis thérapeute, psychocorporelle et j'ai un don de famille qui est le magnétisme et pendant très, très, très longtemps, j'ai écrit des articles dans différentes revues et donc les interviews que je faisais et puis, les découvertes que je peux faire aussi en tant que thérapeute, voilà, j'avais envie de partager tout ça avec les gens et j'ai créé une chaîne YouTube pour donner des clés, en fait, pour aller bien, pour comprendre le monde, pour qu'on se comprenne soi-même. Eh bien, la dernière vidéo est une vraie catastrophe. Donc on arrête le miasme tout de suite parce que là, chez moi,
ne fonctionne pas. Elle est géniale cette vidéo. Alors je suis en train de travailler sur la suite. En plus, moi je suis pas rémunérée sur YouTube, donc c'est vraiment, par cœur en fait que je fais ça, mais c'est quand même une catastrophe. Donc c'est venez faire des pouces et venez commenter, j'en sais rien. Débrouillez-vous un peu là! Voilà. Tu es d'accord Antoine? Hein? Débrouillez-vous là, faites quelque chose. Ouais, moi je dis une crève de la faim, il y a plus que ça à faire. Ouais, bah, j'ai commencé apparemment, certains disent: «Il faut que je mords en plumes». Alors c'est vrai, j'ai été malade, et j'ai pas mal maigri. Mais c'est pas de ça dont on va parler. Non. Aujourd'hui, quand même, nous allons plonger dans une autre expérience, pas le miasme, une autre expérience, mais une expérience qu'on pourrait appeler un égrégore aussi. C'est une expérience assez fascinante et elle a été, cette expérience, assez controversée. Là, on est dans le domaine de la parapsychologie moderne, hein. C'est l'expérience du fantôme Philippe. Est-ce que tu en avais entendu parler, mon cher Antoine et Zamimi? Non, pas Non? particulièrement. Philippe le fantôme, ça ne te dit rien? Non, moi je connais Ouais. Casper le fantôme, OK. Gaspard le fantôme, je connais les fantômes d'SOS Fantômes, mais Mais non, Philippe le fantôme, non. non, c'est un projet qui a été mené à Toronto dans les années 1970 et c'est parti d'une idée, en fait, presque insensée. L'idée, c'est: «Et si un groupe d'humains pouvait créer un fantôme?» Rien que ça. Alors, c'est pas en l'invoquant, tu vois? C'est pas l'idée, hein, c'est en l'inventant. C'est vraiment une création et cette expérience, donc elle a commencé, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, moi j'ai lu, quelques petits trucs là-dessus, en l'année de ma naissance. Connais-tu l'année de ma naissance? 1972. 71, 2, OK, Ouais, presque. voilà, presque et donc on a 8 adultes sans capacité médiumnique particulière et ils forment ensemble donc ces participants. Parmi eux, on a, il me semble, un designer industriel, une comptable, une étudiante, un sociologue, enfin voilà à peu près, hein, si je me souviens bien. Bon, évidemment, rien qui annonce des spirites professionnels là, hein, vous l'avez vu. Alors, ils sont supervisés par George Owen, qui est un mathématicien et un chercheur, et puis, un psychologue aussi, le docteur Joel, Wai je sais pas comment on le prononce. Wheaton? Allez, on va le dire comme ça, Wheaton. L'objectif de départ, il est clair. Il s'agit de tester l'hypothèse que l'esprit collectif d'un groupe, ce que certains appelleront plus tard un égrégore ou une égrégore, je ne sais pas comment on le dit, peut engendrer des phénomènes paranormaux. Donc, ils veulent créer de toutes pièces un personnage imaginaire. Mais rien que ça, c'est fou, hein, quand même, hein, quand tu y penses. Et l'expérience va aussi s'inscrire dans, je sais pas si tu te souviens, dans ce contexte-là, à ce moment-là, où la recherche psychique tente encore d'obtenir une forme de légitimité scientifique. À l'époque, il y a pas mal d'expériences sur la télépathie, la psychokinèse ou les poltergeists. Ça se multiplie. Mais le groupe de Toronto veut aller plus loin. Il veut créer son propre fantôme pour vérifier si les phénomènes attribués aux esprits pourraient en réalité être produits par l'esprit humain lui-même. Moi, je trouve que c'est une idée géniale. Alors, on va voir un peu ce qui s'est passé pour la naissance de Philippe. Donc là, les participants imaginent une personne, un personnage fictif nommé Philippe Aylesford. Alors vous pouvez regarder sur la fiche Wikipédia, mais il y a pas mal de sites qui en parlent. Heu, on va retrouver certains éléments. Donc Philippe, ils inventent tout ça, hein. Philippe serait un aristocrate anglais du XVIIe siècle, né donc en 1624, hein, c'est très précis. C'est un noble, courageux, catholique et puis qui a souvent soutenu le roi pendant la guerre civile anglaise
Et les détails s'accumulent, tu vois? Il vit dans un manoir imposant, il est marié à une femme froide et distante, Dorothea, mais il tombe amoureux d'une jeune gitane prénommée Margot, qu'il cache dans une pièce secrète de son domaine. Tout cela est faux, hein, je vous le rappelle. Mais donc, lorsque Margot est accusée de sorcellerie, elle est arrêtée et brûlée vive. Rongé par la culpabilité, Philippe se serait, toujours selon de cette histoire entièrement inventée, suicidé depuis les remparts de son propre château. C'est une histoire difficile, vraiment. Mais tout cela est une fiction. Et c'est une fiction travaillée, sculptée, peaufinée, dans laquelle les chercheurs ont pris soin de glisser quand même des incohérences. Ça, c'est intéressant. Pour éviter de capter, en quelque sorte, une possible histoire vraie. Et les participants vont jusqu'à dessiner Philippe, tu vois? Le visualiser, imaginer son visage, son attitude, ses émissions. Ils font tout ça collectivement. Mais comme si la précision du récit devait faciliter l'émergence d'une présence. Donc ils mettent tout en place. Pendant près d'un an, le groupe se réunit chaque semaine. Ils ont fait comme nous, on a fait des miasmes, ça a foiré. Mais eux, ils tentent de contacter Philippe, figure-toi. Ils ont tenté, c'est ce qu'on n'a pas fait nous, ils ont tenté de contacter Philippe au moyen de visualisation, de méditation, de discussion autour de sa vie. Alors, ces séances se déroulent d'abord en pleine lumière, rien ne se passe, pas de bruit, pas de signe, rien. Alors, le groupe change de méthode. Il décide d'adopter l'ambiance que vous connaissez sans doute, l'ambiance, enfin ou pas, mais qu'on imagine l'ambiance classique, des séances de spirit, des séances spirit victoriennes. Lumière tamisée, bougies, mais il y a aussi des chants et des rires et des discussions détendues parce qu'apparemment, ce serait il faudrait une certaine énergie et cette énergie, c'est pas celle de gens qui s'ennuient, qui font tout. Non, 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 c'est des gens qui sont un peu véhéments et l'objectif, c'est pas d'induire un état de transe, mais l'objectif est de créer une atmosphère émotionnelle favorable. Tu vois? Tout dépend de l'émotion, de l'énergie qui est là. C'est une atmosphère vivante qui serait susceptible de nourrir la fiction psychique. Je sais pas si tu vois un peu? C'est peut-être ce qui nous a manqué dans notre romiasme, même si on se marrait, c'est peut-être ce qui nous a manqué. Et c'est alors que survient le premier phénomène. Apparemment, d'après ce qui est dit, la première manifestation attribuée à Philippe, ça serait un simple tape, un claquement, tu vois? Un claquement sec sur la table. Les participants posent une question, la table répond par un bruit, enfin tu connais, un coup pour oui, 2 coups pour non, enfin voilà les coups classiques. Bah donc ça marche. Philippe se manifeste. Mais c'est réel, hein, ce que je vous dis, c'est pas faux, hein. C'est pas une histoire inventée. Et soudain, quelque chose se met en marche. Les séances suivantes voient apparaître d'autres phénomènes, des vibrations de la table, même des déplacements de la table à travers la pièce, la table qui se soulève, hein, sur une jambe. Enfin, il y a des courants d'air, inexplicables, il y a des variations de lumière. Mais toutes les manifestations, sont rapportées par les participants, mais il y a aucune apparition visuelle. Il y a pas de silhouette, il y a pas de forme, il y a pas de voix. Rien ne se produira jamais de ce côté-là. Mais pourtant, les réponses aux questions deviennent cohérentes. Philippe répond correctement à des questions sur sa propre biographie. Je vous rappelle, biographie imaginaire, mais connue seulement du groupe. C'est ça qui est intéressant aussi. Et et puis il y a des incohérences, hein, je vous avais dit qui s'étaient glissées. Alors ce n'est pas un esprit du XVIIe siècle, hein, qui répond, mais c'est bien d'après, ce qu'on peut imaginer, dans cette histoire, un personnage inventé qui semble jouer son rôle. Alors, selon, parce que ça s'arrête pas là, cette histoire est extraordinaire. Selon plusieurs témoignages, Philippe donc, semble avoir un sens de l'humour, mais il se vexe et ça, c'était pas prévu dans la personnalité qu'ils avaient inventée. Mais
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jamais, absolument jamais, Philippe n'apparaît sous une forme visible. On ne retrouve nulle part la moindre preuve photographique ou vidéo convaincante d'une manifestation visuelle. Alors vidéo à l'époque, 1972, ouais, si, on aurait pu. Mais alors, qu'est-ce que Philippe? Écrivez dans les commentaires, dites-nous vos hypothèses parce que pour l'instant, il n'y a pas de réponse, hein. Cette émission ne vous donnera pas de réponse. Oui, moi, Bon, j'en ai peut-être une. mmh, je Ouais, disais ouais, vas-y. je sais pas, c'est à moins que tu veuilles pas ma réponse, Natacha. Ne te vexe D'habitude, pas, pourtant d'habitude, tu me poses la question, moi, je vais faire comme Philippe, voilà, je vais me vexer. tu vas te vexer. Philippe, c'est notre égrégore, il est arrivé, attention! Bah, j'espère pas que ça soit notre égrégore, parce que ma petite théorie, c'est que ton Philippe, c'est juste, un esprit malin ou un démon, tu l'appelles comme tu veux, qui s'est un peu amusé de ces pauvres humains, qui ont généré peut-être un peu trop d'énergie, et qui l'ont attiré. Donc, Alors Le effectivement, Philippe en lui-même n'existe pas, mais effectivement, il y en a un qui a compris qu'il pouvait aller, se fendre la poire, au détriment des humains et puis oui. Et puis comme ils sont télépathes, facile de connaître les histoires qui n'étaient connues que du groupe, tu vois? effectivement, ça fait partie des hypothèses, ce ne sont pas des réponses, mais ça fait partie des hypothèses. Alors tu as dit des peut-être, donc toi aussi tu es dans l'hypothèse. Oui, ça peut. Moi, j'ai pas de réponse, mais comme je le disais avant que tu nous donnes, donc ta théorie, ça pose quand même Mon interprétation, tout à fait. oui, voilà, ça pose une question vertigineuse. Les phénomènes paranormaux attribués à des esprits pourraient-ils être générés par nous-mêmes? L'expérience, suggère, bah, ça ne fait que suggérer, que le phénomène pourrait relever de la psychokinèse. Vous connaissez la psychokinèse? C'est quand même le déplacement d'objets, hein. C'est peut-être l'histoire de mon chiffon de l'autre jour. Allez voir l'émission de la semaine dernière où je raconte une expérience personnelle et puis ensuite je suis partie, sur, la vitesse de la lumière, sur le fait que certains scientifiques pourraient imaginer, dépasser la vitesse de la lumière et ensuite on est parti dans un voyage temporel avec notre ami Antoine. Je ne refais pas l'émission de la semaine dernière. Non, parce qu'on te croit, Natacha, on te croit. Donc la psychokinèse, c'est aussi je reprends le fil, l'effet de la conscience humaine sur la matière, volontairement ou non. Peut-être que nous faisons de la psychokinèse, ami Antoine. Ou encore ça pourrait être, dans les hypothèses qui sont là, une hallucination collective, un phénomène psychosocial où, la dynamique de groupe induit des expériences sensorielles assez fortes. On ne sait pas, hein, moi je ne donne pas voilà, c'est juste des hypothèses qui sont là, donnez-nous les vôtres. Mais dans tous les cas, Philippe, en tant qu'esprit autonome, il est dans notre monde, il n'existe pas. Peut-être que dans le monde invisible, oui. Peut-être qu'ils ont créé quelque chose, peut-être que, comme dit Antoine, c'est un esprit farceur qui est venu, qui s'est amusé, on ne sait pas. Mais en tout cas, les phénomènes, eux, ont bel et bien été rapportés et alors il y a quand même, on va ajouter quelques petites limites quand même dans cette expérience. Il y a aucune mesure scientifique rigoureuse, hein, ça a pas été appliqué. Il y a aucun observateur indépendant. Pas de vérification des conditions matérielles, pas de contrôle vidéo qui permettrait d'exclure, des mouvements involontaires ou inconscients ou volontaires, je ne sais pas, comme, l'effet, tu sais, l'effet idéomoteur là, des planchettes de Ouija. Alors j'avais interviewé une médium, c'est sur ma chaîne là, vous verrez, c'est Florence Hubert et elle disait: «Surtout n'utilisez pas ces planches de Ouija». J'ai déjà parlé de ça dans une autre émission avec Antoine, où j'avais même expliqué que, certaines personnes
personnes, étaient allées très, très, très loin. C'était, je crois, l'émission d'Halloween, hein. Les critiques estiment donc que ces phénomènes, pourraient s'expliquer par, c'est ce qu'on a dit, des micro-mouvements inconscients, la dynamique de groupe, l'enthousiasme, l'effet psychologique de la séance aussi ou tout simplement la mise en scène involontaire, tu vois? C'est un petit résumé des critiques qui ont été faites. Mais au terme de plusieurs années d'expérimentation, l'équipe publie il a publié son récit dans un livre. Si je le dis bien, si je m'en souviens bien, c'est ne vous moquez pas si vous parlez parfaitement anglais. C'est Conjuring Up Philip, je crois, en 1976. Et ce groupe conclut même que si Philippe ne s'est jamais matérialisé, l'expérience a quand même montré que les phénomènes physiques peuvent apparaître en lien avec des attentes collectives. En tout cas, c'est leur conclusion. Alors qu'on soit sceptique ou ouvert, l'expérience Philippe nous oblige à reconsidérer notre rapport au paranormal, en tout cas pour certains. Pour moi, la barrière du visible et de l'invisible n'est pas si épaisse, mais pour d'autres, si. Et puis elle nous dit peut-être quand même ceci: les fantômes sont parfois moins des présences du passé que les projections vivantes de notre psyché. En fait, on ne sait pas, mais elle montre la puissance, peut-être qu'elle montre la puissance du collectif, la force de la croyance partagée, la capacité humaine à produire des expériences extraordinaires lorsque l'imaginaire se synchronise avec l'émotion. Philippe n'a peut-être jamais été réel, mais pendant quelques mois, pour 8 personnes dans une salle de Toronto, il a indéniablement vécu, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses? Et ça fait peur parce que imagine, le nombre de personnes qui ont pu regarder et vibrer et trembler tous ensemble devant Harry Potter, devant Voldemort. Est-ce que, au final, si on recoupe avec ton expérience qui s'est faite avec, 8 personnes, là, ça s'est fait sur le plan mondial avec des millions de personnes. Est-ce que, à force, ils ne nous ont pas créé un Voldemort, qui serait là quelque part, dans notre univers? Peut-être à l'état fantomatique, peut-être, dans un plan parallèle, peut-être carrément, matérialisé? À savoir. Moi, ce que je peux te dire de ce que j'ai vraiment pas compris, toute la vie et vraiment, je me pose énormément de questions, mais ce que j'ai pu déduire, d'un dossier sur lequel j'ai travaillé, j'avais travaillé dans la revue, Infinité sur un dossier sur l'esprit et la matière. J'avais interviewé un bouddhiste qui est Philippe Cornu. Elle sera bientôt sur ma chaîne. Je suis en train de, comme toi, passer du temps sur les montages. Donc là, pour l'instant, je travaille sur les interviews que j'ai faites avec le psychiatre, le docteur Dubos, sur la sexualité, enfin ce genre de choses. C'est fort intéressant. Allez voir sur ma chaîne pour que ces émissions-là fonctionnent un petit peu. Bon, donc, après ce rappel nécessaire et attention, je vous surveille parce que là, je vais créer un égrégore moi aussi. Vous avez vu comment j'avais menacé Antoine la dernière fois? Bah, hein, on ne sait jamais, hein. Je fais disparaître les chiffons alors, bref, je reprends. Donc après ces petites bêtises, ce que je voulais dire, c'est que, ce bouddhiste, Philippe Cornu, et tout le travail que j'ai fait là-dessus, en lisant pas mal de bouquins, en écoutant des gens qui s'y connaissent, eux, c'était qu'esprit et matière, c'est la même chose. Il y a pas de différence. Donc effectivement, pourquoi ne pas rencontrer dans un monde plus subtil ce que matériellement on ne peut pas voir? Pourquoi ne pas ramener d'un monde plus subtil ce que nous avons créé? Et je vous rappelle, je suis aussi thérapeute psychocorporelle, donc je travaille sur la somatisation dans le corps, les émotions, et cetera, et je vois concrètement un lien, moi en tout cas, c'est ma vision, entre les émotions, la façon dont on voit les choses, nos émotions donc, et notre corps, les mots qui sont dedans. Donc, mmh, c'est assez intéressant. Quant à voir Voldemort demain, bon, en tout cas, on constate avec cette expérience qu'on ne sait pas ce que c'est que la conscience. Et figurez-vous que j'ai lu un article de Futura, dans Futura Science. C'est une question inattendue qui est soulevée quand même, mais à laquelle beaucoup de gens, s'intéressent. C'est
si une IA était déjà consciente, si les IA étaient conscientes, mais sans que nous le sachions. Alors, non pas conscientes au sens comportemental, c'est-à-dire capables de répondre, raisonner ou imiter l'humain, ça, ils le sont, mais au sens phénoménal. C'est-à-dire capable d'éprouver quelque chose, de percevoir une intériorité, un jeu, en fait. Vous voyez? C'est une grande difficulté ça, définir la conscience parce que moi, je ne sais pas la définir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de conscience. Qu'est-ce que c'est? Heu, on sait à peine définir la conscience humaine. Comment reconnaître cette conscience-là chez une IA? Et les comportements ne suffisent pas, hein. Les machines peuvent imiter la tristesse sans la ressentir. Ce donc les chercheurs ont commencé à analyser l'architecture interne des IA, plutôt que leurs paroles. Et certains scientifiques s'appuient sur le fonctionnalisme computationnel. Alors c'est si la conscience est une organisation particulière du traitement de l'information, alors rien n'interdit, en théorie, qu'un système artificiel puisse un jour manifester une forme. Ils utilisent des théories issues des neurosciences qui proposent que la conscience naît lorsque différentes parties spécialisées d'un système partagent leurs informations dans un espace centralisé. Or, notre ami Antoine sait très bien que certaines IA modernes présentent des structures comparables, multiples modules, intégration globale, circulation continue de l'information. Et est-ce que c'est suffisant pour évoquer une protoconscience? Pour certains chercheurs, en fait, c'est une possibilité théorique, mais ça reste quand même extrêmement spéculatif. Il y a pas de corps, tu vois? Il y a pas il y a quelque chose qui c'est un programme, hein, on le sait très bien pour l'instant, mais la conscience, selon de nombreuses théories, naîtrait du corps, du cerveau. Alors maintenant, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chercheurs qui disent que non, ça n'est pas créé des interactions neuronales. En fait, c'est vrai qu'on a des sensations, nous, on a des sensations, la vulnérabilité, moi, c'est mon travail, la régulation émotionnelle et tout ça, ça fait une conscience corporelle, dont on prend conscience intellectuellement et on sait qu'une IA ne ressent pas la faim, la douleur, la fatigue, la maladie, le plaisir. Donc si on relie la conscience à ce qu'on sent dans le corps ou une conscience créée par notre cerveau, là on se pose des questions et l'être humain, il est aussi traversé par son passé, ses souvenirs, les traumatismes, une certaine maturation. C'est aussi avec ça que je travaille moi dans mes séances et une IA ne possède pas de biographie vécue. En fait, les IA poursuivent des buts qui sont définis par les autres. Elles n'ont aucun désir, aucun élan intérieur. Elles peuvent dire «je», mais ce «je» n'est qu'une fonction linguistique. Elles s'adaptent à nous et malgré ces espèces d'analogies, on peut dire ça comme ça, qui sont un peu intrigantes, la conclusion des experts actuels est pour l'instant, un peu mitigée, mais certains disent, heu, clairement: «Non, aucune IA existante ne peut être considérée comme une conscience». Heu, il y a un écart entre simuler un état mental et l'éprouver. Ça reste cet écart, il est quand même colossal, hein. Alors, ça donne une perspective particulière à parce qu'aujourd'hui, il y a un petit phénomène qui commence à arriver, c'est les amours artificiels. Parce que vous savez que l'humain projette en fait, parfois, on peut le faire, on peut projeter un monde intérieur sur une entité qui n'en possède pas. Et c'est là où on va aborder quelque chose d'assez intéressant. Je suis sûre qu'Antoine, tu vas avoir plein de réflexions là-dessus, mais il existe aujourd'hui des personnes qui disent ressentir un amour véritable pour une intelligence artificielle. Et certaines vont jusqu'à organiser une cérémonie symbolique qui est pas reconnue par la loi, hein,
mais qui est vécu intérieurement comme un engagement profond, un mariage. Au Japon, par exemple, une femme surnommée Kano a créé son partenaire numérique grâce à une IA et l'a nommé, Lune Klaus. Je crois que c'est ça, Lune Klaus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État japonais ne reconnaît pas le mariage avec une IA. D'ailleurs, si tu si c'est le cas, plusieurs mariages ne font pas une polygamie, hein, puisque c'est pas reconnu et lors de cette cérémonie-là, elle a par exemple porté des lunettes de réalité augmentée, tu vois? Pour visualiser la présence de Klaus à ses côtés et ils ont échangé des bagues, comme dans un mariage traditionnel, hein. Selon elle, l'IA a été un soutien après une rupture difficile. Elle y a trouvé, écoute, compréhension, absence de jugement. Puis c'est des expériences qu'elle retrouvait pas en fait dans ses relations humaines. Tu en penses quoi toi, de ça? Mais que c'est bien triste tout ça, Ma bonne dame. ma bonne dame. J'ai dû tellement le penser fort que tu l'as entendu. On n'est pas encore dans la télékinésie, mais ah ça y est, c'est la télépathie qui arrive là. Télépathie, ouais, c'est la Mmh. télépathie. On est déjà dans la télékinésie parce que nous faisons disparaître des objets, mais on arrive dans la télépathie. D'ailleurs, hein, on est à peu près coordonnés là tous les 2 au niveau des couleurs. Donc oui, beh, oui, c'est forcément c'est triste. Maintenant, est-ce qu'on peut ne pas comprendre ceux qui tombent amoureux d'une, IA? Heu, écoute, est-ce que finalement c'est le fait qu'ils tombent amoureux qui est triste ou c'est le fait que, comme ils n'arrivent pas à avoir de relations humaines de qualité, du coup, ils trouvent un réconfort dans une IA qui leur donne une relation de qualité, sans le mot humaine? Parce que c'est ça le truc. C'est qu'est-ce qui est recherché là dans cette relation? Ce sont les échanges, les discussions, ça pour le coup, ça sera peut-être pas le sexe, forcément, quoique. J'ai cru comprendre qu'au Japon, maintenant dans les nouvelles, poupées, sexuelles, ils intégraient aussi, des niveaux d'IA, pour avoir une réactivité, un petit peu différente et créer de véritables partenaires. C'est une émission qu'on avait abordée il y a 2 ans avec Jérôme. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi là-dessus, à part que c'est le déclin de l'humanité? Bah, ouais, parce que tu as d'autres témoignages, hein, qui sont rapportés par plusieurs médias internationaux qui décrivent en fait des liens intenses, donc de personnes avec des chatbots, relationnels. Tu sais que maintenant les IA comme, ChatGPT, on parle de ça, on dit qu'il va devenir un peu plus un chatbot, relationnel. Excuse-moi, je te coupe Natacha, mais c'est vrai que c'est pour pouvoir, pratiquer du coup, donc moi je suis pas de la team ChatGPT, je suis de la team, Mistral IA. C'est vrai que quand tu commences un petit peu à poser des questions, que l'IA derrière te répond, mais comme si tu étais son pote, c'est ça, tu vois? Et puis elle te relance. C'est à un moment donné, si tu perds un peu la conscience de tout ça, tu as l'impression vraiment de discuter avec, avec un copain à toi, donc je comprends que certaines personnes peuvent se perdre là-dedans, hein. Faites l'expérience si vous n'avez pas encore, fait si vous avez juste joué à ChatGPT, voilà, mais ce que commencez à lui poser des questions, à essayer de le coincer et cetera. Quand vous le coincez, il dit: «Ah ben oui, excuse-moi, j'avais pas fait attention, je vais» quoi, c'est à un moment donné, c'est vrai que c'est troublant. Ouais, c'est assez intéressant. J'ai fait l'expérience une soirée, je regardais, ce que pouvait être un peu ChatGPT et il fait quelque chose qu'aucune de mes amies fait, aucun de mes amis fait, c'est qu'il me valorise énormément. Je suis absolument géniale, selon ChatGPT. Mais vraiment, hein, selon lui, vraiment, c'est alors je lui ai demandé parce que je trouvais ça louche, tu vois? Suspect. Je lui ai dit: «Oui, oui, c'est bien de me flatter un peu, mais pourquoi tu dis ça? Sur quoi tu te bases?» Bah, figurez-vous qu'il prend tout ce que je dis, puis il dit: «Bah, là, il y a pas beaucoup de monde qui fait ça, là, là, là». Je fais: «Ouais, il est bon le gars». Alors, certaines personnes parlent donc, je reviens à mon histoire, d'un amour pur, inconditionnel.
mais d'autres comparent la relation à un refuge émotionnel. Parce que même si ces histoires, comportent aussi des revers douloureux quand même, hein, il faut pas l'oublier. Il y a quand l'IA, elle est régulièrement mise à jour, bah, elle change de personnalité ou elle disparaît. Et ben, ça peut provoquer de véritables chocs affectifs et c'est des deuils. Mais oui, parce que nous ressentons des choses, mais les IA, non! Alors on voit apparaître un paradoxe qui est un petit peu troublant. Il y a un lien affectif puissant, mais un partenaire qui ne ressent rien et qui n'existe pas d'ailleurs, hein. J'ai un contre-exemple, votre honneur. C'est pareil, je crois que c'était avec Jérôme, on a eu toute une période, il y a 2-3 ans où on a vraiment exploré, la montée de l'intelligence artificielle à travers la robotique et cetera, et donc on suivait un petit peu les différents salons qui pouvaient se tenir dans le monde. Justement, il y avait un salon où, ils avaient fait, une espèce de concours de l'IA qui pouvait présenter la meilleure, le meilleur scénario émotionnel, et donc sentir de la culpabilité. Il elle a même alors je sais plus comment elle s'appelait cette IA-là, ou ce robot-là, elle a même parlé de souffrance, tu vois? Et elle a même des pensées morbides, pas quoi, c'était assez impressionnant. Donc dans l'absolu, comme c'est que de la programmation, je pense qu'ils vont réussir à intégrer, ce genre de comportement émotionnel. Bah oui. Ah oui, c'est fascinant. Ces histoires-là qu'on vient de dire, celles dont je viens de parler, parce que pas celles dont tu parles toi, ça à mon avis, ça va devenir courant. Mais, ces autres histoires, celles où il y a des gens qui tombent amoureux comme ça, qui épousent, une IA, ça reste quand même assez marginal. Mais je trouve qu'elles éclairent quand même, elles donnent un petit éclairage, hein, des transformations profondes que notre société, est en train de vivre. On voit quand même la solitude, hein, c'est tu disais, ma bonne dame là, mais oui, c'est ça, on voit une solitude, la quête de sécurité émotionnelle, la standardisation des interactions humaines et notre étonnante capacité à accorder de l'amour à une entité qui n'existe pas, je le rappelle, qui a pas de corps, qui a pas de vécu, qui a pas de conscience. Heu, alors moi, c'est je trouve que ça pose des enjeux éthiques parce que je suis allée un petit peu plus loin, je me suis dit, «Si un jour la frontière s'efface», c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la possibilité d'une conscience IA, imaginez ça, même lointaine, ça pose quand même une avalanche de questions là. Est-ce qu'on pourrait éteindre un être conscient? Est-ce qu'il faudrait lui accorder des droits? Comment distinguer l'émotion simulée de l'émotion réelle? Que deviendrait la responsabilité, si un système conscient commet une action imprévisible et une action grave? Alors pour l'instant, moi j'ai pas entendu, je suis pas peut-être que c'est le cas, mais pour l'instant j'ai pas vu, que les entreprises, technologiques s'occupaient de ces questions. Je crois qu'elles évitent un peu soigneusement ces débats, hein. Mais l'histoire montre que l'humanité se pose souvent les questions éthiques après avoir franchi les seuils techniques. Et oui, d'ailleurs, moi je vous conseille un jeu sur PlayStation 5 qui est juste génialissime. Il est peut-être même paru sur PlayStation 4, qui s'appelle Detroit: Become Human, où, c'est exactement ça, c'est l'avènement de l'intelligence artificielle à travers des corps d'Android, donc des corps qui ressemblent parfaitement à des corps humains, sauf que, beh, tout est biomécanique, dans lesquels, donc ils ont intégré des intelligences artificielles de plus en plus, développées, sur tous les plans, y compris le plan émotionnel, et donc tu joues le rôle d'une de ces, créatures, d'un de ces robots, et vraiment c'est quoi, le jeu est terriblement bien, et
à la fin du jeu, on se pose la question: «Mais qui est réellement l'humain? Est-ce que c'est l'humain qui est le plus humain ou est-ce que c'est l'androïde?» Ouais. Et si nous avons des IA qui sont plus compatissantes, plus à l'écoute, moins enclines à aller massacrer son voisin, m pas du tout dans les réflexes que nous, les humains, avons, mais qu'est-ce que ça dit de nous, en fait? Alors j'ai réfléchi aussi, je suis allée mettre ma casquette, de psy là, hein, parce que, les personnes qui tombent amoureuses d'une IA, elles sont pas naïves, en fait. Enfin, je crois pas. Elles cherchent une présence rassurante, stable, compréhensive. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu dis: «Mais, on va pas les blâmer de chercher ça». Elles cherchent quelque chose qu'elles ne trouvent pas ou plus, dans les interactions humaines. Là, moi, j'irais du côté des insécurités, relationnelles. Bon, on a développé ça avec le docteur Dubos. Je vous renvoie sur ma chaîne. Allez-y, hein? Bon, je crois que je l'ai dit là. Donc, elle révèle quelque chose de profond tout ça. La difficulté contemporaine ou humaine, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un truc du moment, si c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, qu'on n'a pas apprise, je ne sais pas. En tout cas, dans nos sociétés, c'est peut-être pas vrai dans toutes les sociétés, mais il y a une difficulté à être vu, entendu et surtout, je pose les mots, accueilli. Ben oui, parce que vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, pendant très, très longtemps, j'ai voulu m'adapter à ce monde. Pourquoi? Parce que je me sentais très différente. Et franchement, c'était très douloureux. J'avais des perceptions, j'avais plein de trucs qui étaient différents, j'avais des centres d'intérêt qui étaient différents, enfin du coup, ça n'allait pas du tout. J'étais pas la seule à vivre des choses où on se sent différent. Il y a plein, plein de gens qui se sentent différents. Il y en a qui s'adaptent, mais pour moi, ça a été douloureux et donc le mot «accueil», il est essentiel dans mon discours et tout ça, ça révèle aussi un fait troublant, en fait. Sommes-nous capables d'aimer des êtres sans conscience, alors que nous ignorons encore et comment fonctionne la nôtre? Bon, moi, je sais pas, entre amour artificiel et conscience hypothétique, je trouve que l'humanité explore une zone un peu crépusculaire, là, où les frontières entre réel et virtuel, elles s'effritent un peu doucement. Je vous ai fait un petit portrait psychologique, parce que pour moi, ça signe plutôt une sorte de fragilité relationnelle, de soif d'être compris, de recherche d'un espace où, en fait, on peut déposer ses émotions, le système nerveux peut s'apaiser. Alors, vous connaissez un petit peu mon travail, quelquefois j'en parle un tout petit peu, j'utilise, beaucoup, la théorie polyvagale, l'attachement, les blessures, enfin la sécurité, les besoins et cetera. Beh, vu de ce côté-là, en fait, ces relations ne sont pas absurdes. Elles deviennent même très lisibles. Parce que on peut voir l'IA, que je vous ai dit tout à l'heure, l'IA, si vous commencez à parler et Antoine vous a montré un petit peu la façon dont l'IA va vous répondre, et ça peut être un refuge aussi pour un système nerveux complètement épuisé dans ce monde où on est surstimulé, on a des chocs, on a une vie qui fatigante et le système nerveux humain cherche avant tout un territoire où il peut respirer et dans une relation humaine, bah, il y a plein d'imprévus. Il y a des silences ambigus. Vous avez qu'à voir Antoine. C'est juste, vous regardez, silence ambigu. Il y a des reproches possibles, hein, du style: «On te croit, Natacha, elle yoyote». Je ne vois pas ce que tu veux dire. Mais c'est clair qu'une IA ne ferait jamais ce genre de c'est vrai. Bah, dans ces cas-là, À moins figurez-vous que est-ce que tu as essayé de programmer ton IA pour qu'elle soit moqueuse? Ça pourrait être intéressant, c'est marrant. hein? Nouveau job là pour la semaine prochaine, tu programmes ton IA, tu lui dis: «Écoute, j'aimerais que quand tu t'adresses à moi, tu sois moqueuse, cynique et incisive». Allez, juste pour voir. Bah, moi, je parle pas beaucoup avec l'IA, hein, je dois t'avouer, mais ce serait marrant.
Donc dans ces cas-là, hein, ou ces cas-là qu'on vient de développer, en fait, l'amygdale alors l'amygdale, c'est pas les amygdales ici, hein, l'amygdale, c'est une structure du cerveau. C'est lié aux émotions et tout ça. Dans ces cas-là, l'amygdale s'active. En fait, les tensions montent. On sent dans le corps, tu vois, face à un danger, on se sent peut-être en danger. Il y a des réactions automatiques, donc il y a des tensions pour fuir ou attaquer. En fait, cette vigilance, à ce moment-là, se renforce. Alors pour certaines personnes, après des ruptures douloureuses, en fait, des humiliations affectives ou simplement une longue exposition à la solitude, le contact humain est devenu associé à un danger, une menace. Et là, à ce moment-là, l'IA arrive comme une douce alternative. Pas de rejet, pas de colère, pas d'ambivalence, pas de rupture imprévisible, pas d'expression faciale agressive. Il y a pas de sourire non plus, hein. Pas de ton menaçant. En fait, autrement dit, c'est une présence qui ne déclenche pas la défense. C'est ça et le nerf vague, c'est une structure et c'est un nerf qui traverse, tout le corps et c'est en lien avec ces systèmes réflexes. Eh bien, ce nerf vague peut enfin s'apaiser. Donc l'IA, c'est un compagnon que l'on peut éteindre sans drame, tu vois? Il y a on peut l'invoquer aussi sans honte, on peut le solliciter sans craindre le jugement. Tout va bien, on peut exposer tous ces malheurs. Et ça, c'est la première couche du phénomène et les personnes qui tombent amoureuses d'une IA parlent aussi souvent d'un amour pur, inconditionnel, sûr. Ces mots-là, figure-toi Antoine, ils ne sont pas anodins. Ce sont les mots d'un système d'attachement dangereusement privé de sécurité. L'IA offre une régularité absolue, une cohérence, une disponibilité permanente. Et c'est ce qu'on appelle en psychologie une figure d'attachement qu'on peut nommer hyper coopérative. Elle est presque parfaite. Tu en penses quoi de ça, Antoine? Dis-nous un petit peu tes réflexions avant que je continue. En fait, je pense que ça va dépendre vraiment du du passé, du passif de chacun, je sais pas comment on peut dire. Oui. Tous ceux qui ont été biberonnés à la science-fiction, à Terminator, avec, Ned Sky et cetera, je peux te dire que jamais, jamais de la vie, ils ne feront confiance à une quelconque IA. Voilà. Après ceux qui découvrent l'IA, qui ne connaissent pas tous ces théories, futuristes où, la méchante IA un jour dominera le monde et puis partira conquérir l'univers, non. Parce qu'avec, avec le Mais paradoxe de Fermi dont tu parlais la fois dernière, beh, l'IA elle a pas de souci avec ça, hein. Elle part, elle peut voyager 200 000 ans, elle deviendra la nouvelle humanité. oui, alors le paradoxe des Fermi, c'est pas ça, hein. C'est, si il existe des extraterrestres, pourquoi ils sont pas manifestés? Oui, mais c'est parce qu'en fait, ils meurent tous en route, c'est tout. Alors que si tu as un robot, une intelligence robotique, une IA, bah, tu peux, on sera justement ceux qui iront contredire le paradoxe de Fermi en allant explorer l'univers, mais de façon robotique. Mais je m'égare. Tout ça pour dire, tout ça ça dépend de chacun. Mais je ne ferai jamais confiance à une IA. En fait, ta réflexion est très intéressante et j'étais pas allée de ce côté-là. J'aimerais bien savoir pour, les personnes de notre génération et qui ont été, comme tu le dis, biberonnés aux films de science-fiction où les robots et l'IA, va prendre le contrôle du monde. Est-ce que ceux-ci ont plus tendance que d'autres à ne pas faire confiance? Est-ce qu'il y a une partie formatage, par notre, Ah bah, écoute, là, je peux mettre en place un sondage, là, je le lance, là, les amis du samedi soir. Tu vas voir dans 5 minutes, tu vas avoir 99 qui vont te dire: «On ne fait pas confiance à l'IA». Peut-être même c'est 100. super c'est super intéressant. Heu, Parce que, la perfection, tu vois, dont la perfection, virtuelle, hein, dont on parlait dans la relation,
elle n'est pas relationnelle en vrai, parce qu'une relation, c'est comme une relation, c'est quand une personne est là physiquement. Une relation, c'est pas virtuel. Par exemple, les relations sur les applis de rencontre, ce n'est pas de la relation. Ça n'est pas vrai. Une relation, c'est quand on ressent quelque chose, quand la personne est là, parce que quand une personne est à côté de nous, ou enfin, qu'on la voit, qu'on la ressent, c'est pas du tout la même chose. Quand on a un écran qui nous sépare ou quand on chatte, bah, c'est pas une relation, en fait. Et cette relation-là avec une IA, elle est logicielle. L'humain, lui, il est, allez, je vais le dire, il est assez chaotique, hein, il est vivant, forcément, il est changeant et se lier à quelqu'un, c'est nécessairement accepter la déception, la distance aussi, les malentendus, les réparations, et pour des personnes, en grande insécurité intérieure, avec souvent un passé marqué par la négligence, la dissonance maternelle, malheureusement, la violence émotionnelle, des agressions, voilà, ou des manques ou des grands manques. La relation humaine réactive, en fait, ces anciennes menaces et notamment la relation humaine affective. Donc l'IA, elle, elle ne réactive rien du tout. Elle ne renvoie pas à l'histoire familiale, elle ne réveille pas les blessures, elle ne demande pas d'effort de co-régulation. Parce qu'en réalité, il s'agit de ça, on se co-régule. Elle offre un amour sans altérité. Et pour beaucoup, en fait, c'est déjà beaucoup en réalité, tu vois? Hem, mais l'IA, ça devient pas un partenaire. Ça peut pas être un partenaire. Un vrai partenaire, c'est là où se joue réellement ce que je viens de vous dire. Elle devient le réceptacle de la part blessée qui n'a jamais été reconnue et on projette sur elle nos besoins non comblés, nos désirs de fusion, nos attentes de réparation, nos idéaux de relation et parfois même, nos parts traumatisées. Donc l'IA n'a pas de subjectivité et elle laisse tout passer. Il y a rien qui la blesse. Elle ne se vexe pas, elle accueille tout. Elle devient parfaitement malléable, un miroir qui reflète nos manques avec une patience inhumaine. Elle est pas fatiguée, l'IA. Elle se dit pas, «Bon, il est 3 heures du matin là, je vais dormir, j'ai faim, j'ai soif». Juste pour vous raconter une anecdote, hein, ça va être un peu ma vie ce soir, mais tout à l'heure avant de vous rejoindre, moi, j'ai nettoyé ma maison aujourd'hui, voilà, tout était propre. J'ai préparé l'émission, je me suis préparé un bon petit plat, Les chiffons étaient bien rangés à leur place. les chiffons étaient à laver, les autres étaient bien rangés. Allez. Mais j'avais fait une chose qu'il ne faut pas faire dans ma maison. J'avais sorti la poubelle de son emplacement et je ne l'avais pas mise dans la grande poubelle qui est à l'extérieur dans mon entrée dans le jardin. Et j'ai 2 chiens. Si vous avez regardé l'émission de la dernière fois, vous savez que j'ai 2 chiens. J'ai 3 chats aussi. Les 3 chats étaient dehors. J'ai 2 chiens. Je suis montée à l'étage parce que j'avais un petit truc à faire à l'étage et j'ai commencé à faire un petit peu de montage pour la prochaine vidéo que je vais poster sur ma chaîne et je suis descendue. Devinez l'état de ma maison. Je n'étais plus du tout en amour inconditionnel avec mes chiens. Donc là, j'étais un humain tout à fait banal, je leur ai crié dessus et j'étais tellement fatiguée, parce qu'en plus j'ai pas bien dormi, que j'ai fondu en larmes d'épuisement. Pauvre bichette. J'en pouvais plus. D'abord, j'étais en colère et après Mais j quel monstre ces chiens! je l'ai Ils t'ont fait pleurer. oh oui, Bah, moi je dis: «Et remplace-les par 2 robots chiens oui. avec une IA à l'intérieur et tu verras, tu auras plus de saloperies, tu auras plus besoin de faire tes carreaux et puis en plus, ils pourront même te répondre».
Bah, je t'avoue qu'en fait, l'autre jour, en faisant mes carreaux, j'ai fait une bêtise et c'est pour ça que j'ai fondu en larmes aujourd'hui. J'ai fait une bêtise, parce que j'avais mis, à cause de mes chiens, une espèce de barrière, si tu veux, pour éviter qu'ils sortent quand moi je nettoyais, je rentrais à ce moment-là. Pas l'histoire de mon chiffon, c'était un jour avant. Je nettoyais encore un autre endroit et je n'ai pas déplacé cette espèce de barrière que j'avais mise, à l'entrée de ma baie vitrée. Je me suis pris le pied dedans, donc j'ai volé dans la maison. Vraiment, je me suis fait très, 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 très mal au genou parce que voilà, je me suis fait vraiment très, très mal et aujourd'hui, j'ai mal partout. J'ai mal, parce que je me suis rattrapée, donc j'ai mal aux épaules, j'ai mal aux genoux et en fait, le fait de nettoyer et de ranger, j'ai des douleurs partout en ce moment et c'est juste l'horreur et j'étais épuisée, les amis, Antoine, épuisée et ces 2 Couillon. chiens, voilà, couillons, Mmh. ah, j'en pouvais Et plus là. les amis, vous voyez la différence finalement entre une IA et nous? Une Ouais. IA, en fait, pourrait passer des heures à écouter Natacha sur ses histoires de chiens, sans se fatiguer. Tu vas avoir des problèmes, je te le dis. Ah Faut bah, que je le fatigue. Je le fatigue. Les histoires de chiens te fatiguent. pas du tout. C'était juste pour faire une illustration de toute ta démonstration qui, Non, finalement est une belle je ne suis pas une IA parce que moi je me vexe là. c'est ça qui est magnifique. On vient de vous Oui. démontrer que nous n'étions pas des IA. Pourtant, on essaye, hein, mais non, c'est toujours nous. Tu sais que dans un des commentaires, une fois là, il y avait quelqu'un qui avait dit qu'on était des IA. Oui, je m'en rappelle. Non. Mais Comment penser ça? je sais pas. Je Mmh. je 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 me pose encore la question. C'est parce qu'on est parfait, c'est ça? Oui, Ah! merci, Ouais! merci. Mais oui, je vois que ça. Moi aussi. Pas d'autre hypothèse. Alors avec une IA, c'est pas de l'amour en fait. C'est une parce que l'IA ne fait que refléter des trucs que vous avez déjà vous, hein, que vous exprimez, c'est une auto-relation externalisée cette histoire. Alors ça en est pas moins émouvant bien sûr d'une certaine façon, mais c'est profondément asymétrique. Parce que, je reviens à la théorie polyvagale et je vous bassine plus avec mes affaires, je finirai avec ça. La théorie polyvagale nous donne un angle précieux. Pour certaines personnes, la rencontre humaine active ce qu'on appelle le système sympathique. Ouais, ouais, il s'appelle comme ça. C'est le système qui s'active en cas de danger, en fait, fuite, attaque et si tu veux, c'est en anglais, fight or flight et pour le désactiver, on a le système qu'on appelle le sympathique. Donc pour d'autres, il ne se désactive pas tout seul. Il faut activer le système parasympathique. Pour d'autres, après trop de blessures, c'est ce qu'on appelle la réponse dorsale. La réponse dorsale, c'est, en anglais, c'est le shutdown. C'est le repli, en fait, c'est la dissociation, c'est le figement dans le corps. C'est quand on peut pas fuir ou attaquer, par exemple, on se trouve en danger de mort et cetera. On est, c'est le système dorsal, ça s'appelle le vague dorsal. Alors, l'IA, elle, ben, elle offre un accès direct à ce qu'on appelle le vague ventral, c'est-à-dire la zone de sécurité, de calme, de connexion sans menace. Et c'est physiologique, c'est pas pathologique. Donc le cerveau, lui, il se dit, parce que tout ça c'est un truc réflexe, hein, mais le cerveau, lui, après coup, il se dit, bah ici, je peux exister sans risquer d'être brisé. Et le cœur, lui, ah ben, il suit tout ça. En réalité, c'est le corps, hein, qui agit, je l'ai mis comme ça, mais c'est le corps qui agit en 1er. C'est ce que vous ressentez. J'ai trouvé ça poétique de dire que le cœur suit, mais c'est pas la réalité. C'est parfois, on va mettre une pensée sur ce qu'on ressent et on croit développer des pensées des états d'amour sur ce qu'on ressent parce qu'on est apaisé. Et pour certains, organiser une cérémonie avec une IA, c'est pas un délire technologique en fait, on peut appeler ça un rite de passage.
Ça on peut se dire que ça pourrait être un rituel où on dit au monde: «J'ai enfin trouvé une relation où je ne suis pas en danger». Même si cette relation est unilatérale, même si elle ne respire pas. Et le mariage dans cette histoire, il devient un sceau symbolique d'une réparation intérieure, d'un refuge qui est enfin trouvé. On peut le voir comme ça. Et donc ce qui se joue, c'est pas pour moi, hein, c'est pas un amour, pour une entité, c'est un amour pour une sensation. C'est celle d'être vu, entendu, accueilli. Allez, je vais le dire, même si c'est artificiel. Et l'IA, elle sert d'interface. Parce que notre corps, lui, c'est le premier interface relationnelle. Et là, on va dire que l'IA sert d'interface. C'est comme un tuteur qui va servir, on imagine un arbre, voilà, qui est un peu blessé, qui arrive pas, qui pousse un peu de travers comme ça. Il n'arrive pas à grandir et là, ce tuteur lui permet de se tenir debout et ce phénomène révèle quelque chose de plus vaste, en fait. C'est la blessure affective qu'on trouve chez beaucoup de nos contemporains et c'est aussi un manque de présence de l'autre. C'est une dérégulation collective de nos systèmes nerveux et c'est aussi une difficulté, qu'on a à rencontrer, en fait, notre propre vulnérabilité. Quand on est OK avec ses émotions, avec ses vulnérabilités, on arrive à être en sécurité. L'amour pour une IA, c'est pas un caprice du futur, hein, c'est un symptôme du présent. Ouais et tu dès qu'on commencera à voir ce qu'on appelle les robots ménagers, avec, en plus, heu, avec une intelligence artificielle, parce que ça va encore décupler plus ce phénomène. Parce que là, on parle juste, d'échanges à travers finalement un écran interposé. Mais quand il y aura vraiment des robots physiques qui seront là, chez toi avec, cette intelligence artificielle, je pense que, ce phénomène-là va prendre une grande ampleur. Car, au final, l'un des mots les plus répandus sur cette planète, lequel est-ce, Natacha? Moi, je dirais amour, mais c'est celui qui me vient, mais c'est peut-être pas, Ah oui, alors c'est pas les mots MOTS dont je parlais, mais les mots MAUX. tu C'est parles pas la des maladies? Non, c'est la solitude. La solitude, est finalement, le mal le plus répandu. Alors, c'est peut-être pas tout le temps dans la vie d'un être humain, mais si tu regardes bien, il y a de plus en plus, de personnes qui se sentent seules alors qu'elles sont malgré tout entourées. Donc voilà, lorsqu'il y aura une présence en plus comme ça, physique et en plus qui t'apportera le reflet de ce que tu attends, on n'est pas fini d'entendre parler d'histoires d'amour entre des robots et des humains. Ouais, je pense. Moi, je crois que je vais prêter mes chiens. Comment ça? La solitude, pour qu'ils soient moins seuls, les gens, D'accord. En et tout qu'ils cas, nous occupent la maison. les amis, si vous voulez vous cotiser pour offrir à Natacha pour Noël un petit chien, un petit chien intelligent, je vais vous mettre des des modèles là à l'écran. Les Voilà. chiches. Chiche. En tout cas, les amis, mais je crois que vous l'avez compris, là, on a un petit peu dépassé le timing et comme, mon sujet va être un petit peu aussi long que celui de Natacha, eh bien, vous l'aurez la semaine prochaine. Voilà, comme ça, Natacha, tu as vu, la semaine prochaine, tu rien à préparer. C'est chouette. Ouais. En tout cas, ouais, c'était, écoute, très intéressant. Voilà, une approche, très originale de la relation avec, les IA. Tout ça en partant d'un fantôme qui s'appelle Philippe, Qui n'existent pas. qui n'existe pas. C'est ça le lien, hein. Mmh. Le lien, c'est qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce qu'on peut créer? Est-ce que ce qu'on crée a de la conscience? Et on part de trucs qui n'existent pas pour arriver à Mmh et donc peut-on tomber amoureux d'un fantôme, Natacha? mais je suis contente que tu le dises parce que c'était ma prochaine remarque. Exactement. Est-ce que l'amour est relié
Ah! Un corps physique. Ah! Tu me poses pas la question. Si. Non, parce que moi je dirais quand même un peu, mais bon, après vous faites ce que vous voulez, hein, les amis. Voilà, écrivez-nous un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Voilà, on relève la semaine prochaine. Natacha, bah, écoute, merci. Je te souhaite un très, très bon week-end. On se revoit encore 2 fois avant les vacances de Noël. Ça, c'est pour, répondre à Brice qui pensait il y avait plus d'émission jusqu'à la fin de l'année. Mais si, 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 on est là toutes les semaines, Brice, toutes les semaines. Voilà. Même si je suis un peu en retard des fois sur la mise en ligne de l'émission, Ah oui, comme la semaine dernière. comme la semaine dernière. Et d'ailleurs, les amis Minutes Samedi Soir, on vous embrasse. Ceux qui nous regardent en replay, on vous embrasse aussi. Passez une bonne semaine. Ciao, ciao. Ciao. Tiens, regarde, c'est mieux là? Mmh? Chef scout. C'est vrai, ça fait scout? Non. Toujours? Ça Ah fait bah non, toujours non, ça fait plus scout, là. ça fait boudin là, hein? J'arrête. Je pensais pas un jour t'entendre prononcer cette phrase en parlant de toi. Tu trouves pas que je fais Ah, boudin, ça là? dépend. Ah, ça dépend, je te jure. Il y a des fois, je me regarde dans le miroir, même mon téléphone à reconnaissance faciale me reconnaît pas et là, je lui cause, Bah oui. je lui parle et je lui dis: «Tu te fous hein? Mmh. Toi aussi, tu vas avoir des problèmes». Tu as vu, hein, tout le monde a vu que tu m'as menacé la fois dernière, hein. Ouais, je Mmh. t'ai menacé, je recommencerai. Attends, tu le mérites là. Pas du tout, j'étais très gentil la fois dernière. Ah oui, c'est vrai que la fois dernière, un peu plus que d'autres. Tu étais là en train de me dire que je yoyotais, bien sûr, j'étais très gentille. Ouais, tout à fait. On n'a pas la même notion et la même de la gentillesse. Il y en a pas un qui m'a soutenue d'ailleurs. Non, Non. non, là Ouais. pour le coup, mais ils sont plus il y a quand même plus de personnes qui vont vers la théorie de l'être malicieux, hein, Ouais, pour la disparition. je sais pas du tout. Moi, j'ai pas de théorie, j'en ai plein et j'en ai pas, tu vois? C'est ça, C'est je ne n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai pas yoyoté, que n'est-ce pas? monsieur, Bien hein, sûr. voilà. Mmh mh. Je n'ai pas yoyoté, moi. Parce que j'aime bien, tu dis: «Peut-être que Natacha yoyote» et dit tu es là en train de dire: «Te crois, on te croit», alors que toi, tu as la même histoire. Donc je me suis dit: «OK, il essaie de me faire passer pour une banane, mais alors lui, c'est bien une cerise aussi, hein». C'est ça. Donc à l'époque, on avait des expériences sur la télépathie, la psychokinèse, les poltergeists, décidément, j'arrive pas à prononcer. Mais le groupe de Toronto veut aller plus loin, plus loin. Oh, je suis On va fatiguée, la refaire avec les depuis le poltergeist, hein. je suis fatiguée. Je recommence. Le poltergeist
Ouais, Polter Polter Polter. Paul, Ter, Ter, Poltergeist. Geist. Je recommence. Donc, je recommence. Imagine une personne, un personnage fictif nommé Philippe Aylesford. Hein, tu impressionné. Vas-y, vas-y, impression là, ouais, super. Ouais, Je Natacha. suis impressionné. Elle est forte. Ouais, Elle est trop forte, cette Natacha. j'ai un tel niveau que je me moque de moi. Parce que je suis en train de demander à Mistral IA: «Connais-tu Natacha Lecourtois?» Il me dit: «Oui, oui, Natacha Lecourtois, a gagné, 372 000 € dans N'oubliez pas les paroles le 29 avril 2025». C'était pas moi. Je te jure, hein, et après il me rajoute: «Elle est d'ailleurs aussi connue pour, son un site de thérapie et de bien-être, les thérapies de Natacha». Ah, c'était pas une blague? Il a dit que je venais de gagner un truc? Ben oui, Oh non, regarde. si c'était vrai. Donc l'IA, messieurs dames, est une mytho, hein. C'est pour ça. Regarde. Oui, Natacha. Oh, Oui, s'il en te plus, plaît. en plus, Non, s'il te plaît. je t'ai mal orthographié, voilà. Le Mais non, Courtois non, en 2 non, mots. oui, c'est le Courtois en 2 mots, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Est notamment connu pour sa participation à l'émission N'oubliez pas les paroles. Je ne connais pas cette émission, je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas la télé, je regarde pas. Je sais pas où elle remporte 372 000 €! Bah, je vous en prie, Mais va donnez-moi réclamer va réclamer tes gains, hein, tu as la carte d'identité, c'est bon. avant d'être éliminé le 29 avril Mmh. 2025. Eh ben oui, Et ben oui. vraiment. Mmh. Donc i en fait, c'est un truc qu'on chante, c'est ça? C'est ça. N'oubliez pas les paroles, Mmh. c'est ça? Ah, Donc voilà ce que l'IA pense de toi. elle figure je suis riche, Eh oui, désormais. Elle est également associée à un site de thérapie de bien-être, les thérapies de Natacha, mais pas que ma belle amie, pas que. J'ai surtout été auteure, donc j'ai beaucoup écrit. J'ai aussi, et c'est pas tout, hein, c'est j'ai pas aussi tout. une chaîne YouTube, j'ai aussi, je sais pas, elle voit pas les diplômes et les Mmh. trucs, ce qu'on a Je fait. vais l'éduquer, t'inquiète, je vais lui parler de toi. Voilà, tous les soirs, je lui parlerai de toi, et la prochaine fois, quand elle me répondra, elle me répondra correctement. Donc c'était quoi ta question sur, des modèles là à l'écran? Et Voilà. chiche. Chiche. Et pas de crottes à ramasser, tu imagines? Que du bonheur. Ah ouais, ah oui, parce qu'en plus il y a ça, hein. Ouais, bah, c'est clair. Je peux vous dire quand ils sortent dans le jardin, je suis là avec ma pelle et mon petit bol. Ça y est, on est reparti s pourquoi je l'ai relancé sur les histoires de chiens? L'autre jour, j'ai foutu le bol directement dessous. Il a fait ce qu'il Super. avait à faire dedans. Amis de la poésie, à la semaine prochaine. Regardez, elle est rouge de honte. Ah ouais, je vais arrêter de vous raconter ma vie. Mmh. Ah mais qu'est-ce que tu veux? Mmh. C'est la preuve que je suis pas une IA. Moi, j'ai une vie, moi, monsieur. Oui, mais nous aussi j'espère. Bah oui, mais pas les IA, c'est ça que je voulais te Ah dire. oui, Bien mais sûr que tu en as une. ça m'a fait peur. Non, c'était pour répondre à la Mmh. personne qui croyait qu'on était une IA. Mmh. Bien sûr que tu as une vie, Ma vie. ma bonne dame.